bienvenue dans le Kick Parade 47. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Allez, on commence on commence par le classement Kickstarter comme d'habitude. La 10e position, c'est For Glory Champions Expansion and For Glory Second Printing. Alors For Glory, c'est un jeu d'arène de cartes, mais vraiment d'arène, chez les Romains quoi. Est-ce que tu aimes les jeux de gladiateurs ? C'est ça. Est-ce que tu aimes quand Scratchy monte et descend sur ta jambe? Et donc For Glory se paye une extension qui s'appelle Champions, qui rajoute donc des champions, des cartes de héros. Il est également indiqué qu'il y a des nouvelles mécaniques de jeu. Donc moi, c'est un jeu que je connais pas du tout, je crois que ça n'a jamais été traduit en français. Le jeu en est à 1693 contributeurs, quasiment 88 900 €, et il est là pour durer, il est là pour 18 jours, donc on va le revoir. Bah moi j'aime bien les jeux de gladiateurs, moi finalement. Je trouve que c'est assez tentant comme truc. Il y a beaucoup de jeux d'arène, mais des vrais jeux d'arène de gladiateurs de la Rome antique, il n'y a pas tant que ça en fait. Bah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que je me disais aussi, que c'est un univers je sais qu'il y avait le jeu là, de chez Theory Games qui était un peu dans cette inspiration-là il y a quelques semaines, mais là effectivement c'est le genre de jeu qu'on voit pas habituellement, et puis il n'y a pas l'air d'avoir énormément de fioritures héroïques, fantasy, etc. Donc finalement, pas quoi du de tout, mieux, hein. effectivement, pour illustrer le jeu d'arène que Oui. les premiers, quoi. Revenons à la base. Je trouve que c'est plutôt joli, c'est plutôt fait avec goût. Allez, 9e position, c'est une nouveauté également, Grove. Donc alors là, c'est un tout petit jeu, ça coûte pas du tout cher. Je crois que ça coûte 15 balles. C'est un jeu très simple où il faut faire pousser vos plantes tout simplement dans un jardin. Il y a une version française et c'est la suite d'un autre jeu qui s'appelle Orcard, moi je connaissais pas, qui apparemment est assez réputé. Donc tout petit jeu, en fait c'est une gestion de dés, tout simplement. On fait pousser des fruits dans un jardin qui est représenté par des cartes, donc c'est vraiment matériel minimaliste, ça tient dans une petite boîte. Bah, moi je trouve ça bien, mais ça manque d'un petit truc, tu vois. J'ai pas de problème avec les petits jeux, au contraire. Je suis même plutôt à la recherche de ce genre de petits jeux qui prennent pas beaucoup de place, qui s'installent rapidement, voilà. Mais ouais, ça manque peut-être d'une direction artistique un peu plus... Oui. Ouais, ça fait un peu vieillot. Un petit peu. Bon, après, voilà, c'est pas très cher. Je pense que le prix s'explique aussi peut-être avec on va dire une production minimaliste, et du coup, voilà, ça a une incidence sur pas mal de points. Mais je suis sûr qu'avec quelque chose d'un peu plus marqué, il serait peut-être plus haut dans le classement. Oui, ça manque de direction artistique, clairement. 8e position, Bardwood Grove, pardon. Donc le jeu de Bard, mais qui gagne 2 places cette semaine, je crois. 158 000 €, 2333 contributeurs. Ce sont ses derniers jours, enfin sa dernière semaine, petite semaine. Jeu de Bard, de concours de Bard. Ce sont les créateurs de La Baie des Marchands, qui est quand même un jeu assez connu, qui a marqué ces derniers mois les boutiques ludiques. Voilà, donc c'est leur nouveau jeu avec une VF. En tout cas, c'est une campagne qui est aussi assez sympa à suivre, parce que je trouve que, hormis le côté du jeu, etc., je trouve que on sent que les mecs ont été un peu à l'écoute de ce qui s'est dit dernièrement sur Kickstarter, des remarques récurrentes, etc. Sans parler forcément d'un sans faute, parce que je pense pas que le sans faute existe, mais voilà, on retrouve un peu tout ce qui est un peu sollicité dernièrement dans les projets Kickstarter, avec une version simple, une version de luxe, d'un côté pas forcément du kilo plastique, plutôt compensé avec des standees, du contenu Kickstarter exclusif, avec une version de luxe qui ne sera pas proposée dans le commerce, etc. Donc je trouve qu'on sent que c'est le jeu qui va sortir en boutique, oui. Mais voilà, si vous participez à la campagne, vous serez récompensé pour avoir en fait, préfinancé ce jeu, et je trouve que c'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est assez critiqué sur Kickstarter. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard, parce qu'il y a un autre projet sur lequel j'ai typiquement ce genre de reproche à faire, et là on sent que voilà, vous êtes pas, c'est pas de la précommande, enfin ce n'est pas que de la précommande, et je trouve ça plutôt sympa. 7e place, Dandelions and Psychic Pizza Delivers Go to the Ghost Town. Bon, c'est les deux petits jeux implémentés du Japon, 106 000 €, ça marche bien, 2890 contributeurs, il reste 5 jours avant la fin de la campagne. Ils avaient eu le nez creux, ils le marquent dans la campagne qu'ils ont trouvé 2 petits bijoux du Japon, et qu'ils ont décidé de l'offrir à la terre entière. Et ils ont eu le nez creux parce que les deux jeux marchent, donc on en avait parlé la semaine dernière. Il y a un jeu sur on va dire quoi, l'errance de graines pour planter, enfin c'est pas planter d'ailleurs, c'est pour faire
pousser ses plantes dans différents jardins. Et l'autre, c'est une espèce de Pac-Man entre un livreur de pizza et des fantômes. Voilà, et en parlant de pays asiatiques, on s'embarque pour la 6ème place avec Steam Up, A Feast of Dim Sum, où des animaux herbivores mangent de la viande, mangent des plats vapeur autour d'une table. Le jeu est joli, hein. Le jeu est très joli. 207 000 €, 4193 contributeurs. Il reste une dizaine de jours, on va le revoir dans le top 10. Sachant qu'il y a une petite extension qui vient de sortir qui s'appelle Fate and Fortune, et en fait qui reprend en fait un peu l'idée, vous savez, des gâteaux chinois où dedans il y a un petit mot qui, soi-disant, vous prédit l'avenir. Bah, du coup, ils ont implémenté, en fait, comme c'est très très inspiré des plats chinois, ils reprennent un peu tout ce qui se fait autour de ces trucs-là, ils les transforment en mécanique de gameplay, ce qui est plutôt sympa. Ouais, c'est rigolo. Encore une fois, de se dire, voilà, on a un thème, on va à fond là-dessus. Et c'est en plus assez rigolo parce que on voit beaucoup de reviews du jeu fait par des youtubeurs chinois et hongkongais, pour ne pas lancer le débat. Et je trouve ça assez marrant de voir que ils ont élargi ça. Il y a vraiment tout ce côté, tout ce pays qui est représenté à travers un projet. Parce que c'est vrai que finalement, la Chine, c'est autant le Japon, Corée du Sud, où on les voit un peu assez régulièrement, autant la Chine, hormis pour l'expédition des produits, on n'en entend pas beaucoup parler. Et je trouve ça plutôt sympa. 5ème place, Paint the Roses, donc c'est le jeu autour de Alice au Pays des Merveilles par les créateurs de Océan et de Evolution. Le jeu en est à 210 000 €, 4583 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Je crois qu'ils ont fait un vote, les backers, pour le design d'un personnage. Ouais, après, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir fait une campagne aussi longue, sachant qu'il n'y a pas de stretch gold. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir énormément de communication. Alors je dis pas qu'il y en a pas, c'est pas le jeu de plantes là dont on a parlé pendant 6 mois, il y avait 3 actus, tu dis il reste encore une dizaine de jours, ça peut être un peu lassant, je trouve, complètement. Ce qui est dommage. 4ème position, alors là c'est de la grosse nouveauté, c'est Resident Evil. Donc l'adaptation du célèbre jeu vidéo en board game, ce n'est pas la première fois que cette boîte le fait, c'est Steam Forged Game, parce qu'ils ont fait d'abord le 3, si je ne m'abuse, après le 2, et après, là, ils font le... Non, ils ont fait le 2, ils ont fait le 3, et là, ils font le 1. Tout à fait. Bon, c'est un peu mystérieux pourquoi ils le font dans le désordre comme ça, mais bon. Moi, j'ai peut-être une théorie. Je pense que, en fait, les jeux Resident Evil, surtout le premier, étaient vraiment basés sur du côté survie, dans un huis clos, avec une gestion de ressources à gérer, etc. On était vraiment dans ce qu'on appelle du survival horror. Ce qui était un peu le cas, mais beaucoup moins le cas dans le deuxième et encore moins dans le troisième. On s'orientait peut-être un peu plus sur un côté action. Alors attention, hein, je parle pas de trucs où ça va dans tous les sens, mais on était beaucoup plus centré action. Et quand on compare les époques, on était en pleine vague zombicide, en pleine vague Ameritrash. Ouais. Et ils voulaient surfer sur ce côté dungeon crawler, équipement, etc. Et autant centré sur des jeux d'action en fait. Et Resident Evil 2 ayant eu un peu plus de succès que le troisième, en tout cas auprès des fans, du coup c'est logique de commencer par celui-ci. Bon, même si après le premier, je pense que non, le plus connu c'est le quatrième, mais le plus apprécié c'est le quatrième, mais je pense qu'ils se réservent ça pour genre une fois qu'ils auront vraiment fait leurs armes. Donc du coup, voilà, je pense qu'ils ont centré les deux premiers pour le côté action, et maintenant qu'ils sont un peu pérennisés, que l'Ameritrash est un peu moins omniprésent, on peut repartir sur le côté survival horror, qui sort un peu, qui propose des nouveautés de gameplay. Oui, parce que le premier, dans mon souvenir, ça se passe dans un gros manoir, on traverse pas Raccoon City de part en part comme... Exactement. Hein, c'est ça, hein. D'accord. Ouais. Et voilà, donc c'est pas révolutionnaire, un board game, hein, vous avez vos figurines, vous passez de pièce en pièce, vous avez des cartes de tension, qui s'appellent des cartes de tension, ce qui sont en fait des cartes événements, et qui peuvent vous réserver des surprises plutôt désagréables en général. Bon. Inutile de dire que c'est une boîte kilo-plastique. Qui n'a pas forcément très bonne réputation d'ailleurs. Oui. Bah, moi je trouve pas les figurines incroyables, mais bon. Donc vous pouvez acheter de la donne à gogo, vous pouvez acheter... Il y a une boîte supplémentaire avec notamment un requin zombie. Je sais pas s'il y avait ça dans le jeu vidéo. Il y avait un requin zombie. Il me semble, mais je sais plus si c'était dans le premier. D'accord. Vous pouvez acheter évidemment le Game Trays, enfin le rangement Game Trays, qui est très très beau d'ailleurs, qui est
pas ultra cher d'ailleurs, il y a 22 €. C'est pas délire, j'ai vu des Game Choice plus chers. Vous pouvez acheter une petite fiole c'est de laboratoire pour mettre tes dés. Vous pouvez acheter du décor en 3D. Bon, les mecs ils y vont à fond, hein. Ouais. Voilà, c'est une grosse licence. Ils savent que ça va marcher, sauf vraiment accident industriel. Et ils savent qu'il y a un gros réservoir de fans. Après, c'est vrai que c'est assez bizarre, je trouve, dans on va dire, les choix, on va dire, de gameplay qu'ils ont montés, parce que ils ont maintenu des mécaniques de gameplay présentes dans le jeu. Je me suis dit, tiens, c'est assez rigolo, notamment le fait que les zombies puissent pas passer les portes. C'est quelque chose qu'on retrouvait à cause des limitations techniques de la console. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on passait une porte, c'est bon, on était dans une zone safe, des créatures qui te poursuivaient. Donc ça, ils l'ont implémenté dans le jeu, ce que je trouve être une plutôt bonne idée. Par contre, il y avait quelque chose qui était présent dans le jeu vidéo et qui s'adaptait parfaitement au jeu de plateau, c'était la gestion de l'inventaire. En fait, qui se proposait un peu à la manière d'un Tetris, c'est-à-dire que chaque objet allait être représenté sur un nombre de cases, et en fait ces cases, tu avais un inventaire qui était limité en cases, et il fallait que tu réussisses à agencer, et donc du coup tu avais constamment, ça accentuait le côté survival, c'est-à-dire que c'était, est-ce que je décide de garder mon flingue mais qui a plus de munitions dans l'espoir d'en trouver, ou est-ce que je vais prendre la plante qui va me permettre de me donner de la vie, parce que on sait jamais, tu vois. Et t'étais constamment confronté à ce genre de choix, et c'est quelque chose qui pouvait s'implémenter, mais totalement. Ça aurait pu faire un mini-jeu dans le jeu. Hein. Exactement. Un peu ce qu'on retrouve dans Miss Wind, tu sais, avec le fermier qui a son côté gestion de petits plateaux, ça. Et je me dis, c'est dommage. Enfin, pour le coup, rendez-vous manqué. Voilà. Après, moi, je vous invite quand même à regarder les reviews des premiers jeux Resident Evil qui ont été livrés, de surveiller un peu comment cette boîte gère ses projets, parce que il y a à boire et à manger autour de cette société. Ouais, je sais qu'ils sont pas super bonne réputation. Non. Bon, en tout cas, c'est le Resident Evil, là je viens de vérifier, qui a fait le plus d'argent pour l'instant. Les deux autres avaient fait à peu près 820 000 €. Lui, il en est à 970 000 €, 5 000 contributeurs. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est mission réussie, hein, évidemment. Autant te dire que le jeu, il est ultra financé déjà. Ils ont mis d'ailleurs un plafond assez réaliste. Ça, ils ont été assez honnêtes. Ils ont mis 118 000 € de plancher plutôt, pour financer le projet. On est loin des 20 000, c'est financé, t'as raison. Un jeu avec 150 figurines. Et j'annule le projet 3 jours plus tard parce que j'ai fait que 60 000. Donc là, non, c'est assez honnête. Voilà, écoutez, après, c'est toujours pareil, si t'es vraiment fan de Resident Evil, je pense que ça fonctionne, tu vois. Moi, je pense que, parce que je l'ai vu à Essen, il y a Titan Forge, qui est une boîte d'édition polonaise, qui fait beaucoup de figurines en impression 3D. Il y a un survival horror qui s'appelle Lobotomy, qui est pas très connu en France, mais ils vont bientôt, quand je dis bientôt, c'est courant 2022, au début, ils vont bientôt faire un Kickstarter avec la suite de Lobotomy, qui s'appelle Lobotomy 2. Et j'y ai joué à Essen, je me demande si c'est pas mieux, tu vois, en tant que survival horror, ça a l'air d'être plus... Voilà, enfin, en tout cas, je trouvais ça plus excitant, donc voilà, peut-être qu'il faut attendre le Kickstarter de Titan Forge, et là, vous aurez vraiment des très 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 belles figurines, parce que je les ai vues, je les ai touchées, elles sont... Voilà, parce que c'est leur métier aussi. Avant de passer aux 3 premiers de Kickstarter, nous allons faire un petit détour, on va faire un détour par les nouveautés de la semaine, enfin une partie des nouveautés. Allez, je te laisse commencer. Je crois que tu voulais nous parler d'un jeu de viking. Je peux vous parler d'un jeu de viking pour commencer. Donc du coup, c'est Viking Raiders Card Game. C'est un petit jeu qui est sorti et qui reste 15 jours. Pour l'instant, il y a 219 contributeurs. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, une petite heure. Il y a un côté, donc voilà, ça va être alors organiser ses raids à partir d'un jeu de cartes, d'aller à la fois protéger, récupérer des éléments sur un marché, équiper vos bateaux, et puis ensuite tenter d'aller conquérir de nouveaux horizons. Le jeu a un peu du mal à décoller, je pense que ça s'explique, déjà parce qu'il y a des gros projets, et aussi parce que graphiquement, il y a un petit côté un peu vieillot, un peu dépassé, sans qu'on appuie sur le côté nostalgie. On a plus l'impression que c'est un peu raté, plus que en fait on rend hommage aux jeux de notre enfance, etc. Parce qu'en ce moment on voit vachement cette esthétique un peu fin des années 90, début des années 2000, ou voire même des années 80. Là, ça ressemble un peu plus à de la maladresse. Après, le jeu pas excessivement cher, il y a une version print and play, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Alors moi je voulais parler d'un jeu qui n'est pas vraiment une nouveauté, parce qu'il est présent depuis je crois une grosse semaine. C'est un jeu français qui s'appelle Chaos Fertile, The Game That Brings Your Project to Life. Je l'avais déjà vu, pour être honnête on avait une émission un peu trop remplie la semaine dernière, donc j'en avais pas parlé,
et c'est un projet très étonnant. En fait, c'est un jeu qui va te permettre de tester tes projets. C'est un peu bizarre dit comme ça, et ils indiquent des projets fictifs ou réels. On a comme projet, toi et moi, d'aller à Essen au Spiel l'année prochaine. Et bien ce jeu te permet de tester pour voir si c'est faisable ou pas et dans quelles conditions. Alors je pourrais pas vous indiquer la mécanique exacte, c'est avec des cartes. Il y a des tableaux à remplir, mais ça reste un vrai jeu, quoi. Ça reste un vrai jeu ludique. Il faut réunir tous les gens qui sont impliqués dans le projet. Et c'est une espèce de simulation de projet. Et à la fin, vous savez si si votre projet est faisable ou pas. Donc c'est quand même ultra original. J'ai jamais vu un concept comme ça. Totalement. Le jeu en est à 12 500 €, 107 contributeurs. Il est financé, apparemment. Il reste une bonne quinzaine de jours, donc je vous invite vraiment à regarder de près ce projet parce que c'est vraiment étonnant. Allez, j'enchaîne avec un autre survival horror qui s'appelle Damnation de Gothic Game. Alors là, gothique, mais de chez Gothic. On est vraiment dans cette direction artistique entre Nosferatu de Murnau et les films de la Hammer. C'est pas un hasard si le jeu est anglais d'ailleurs. Là, vous allez essayer de survivre dans un grand manoir et vous allez pouvoir vous faire des crasses aussi entre vous. Et la base d'une soirée réussie. Voilà. C'est ça. C'est vrai que le mieux quand tu veux survivre à une nuit dans un manoir hanté, c'est peut-être de faire un petit coup de pute aux copains, quoi. Ça, tu sais, leur claquer une porte au nez, des trucs comme ça, quoi. Moi, je trouve ça très très beau. C'est vrai qu'esthétiquement, ça claque. Ah ouais. Ça me rappelle un peu, d'ailleurs, en parlant de Gothic et de Dracula, etc. Ça me rappelle un peu les designs de la dernière boîte de Unmatched, Goblin and Fog, qui vient de sortir. C'est-à-dire des illustrations entre réaliste et abstraction. C'est vraiment un mélange des deux. Et je trouve ça très très chouette. Ça me rappelle aussi l'autre jeu qui était sur Kickstarter, qu'on avait adoré, que j'ai backé d'ailleurs, j'ai craqué, qui s'appelait My Father's Work et qui sort l'année prochaine. Il y a tout, enfin voilà, c'est cette ambiance, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus joli que Resident Evil. C'est un peu plus d'identité en fait. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça qui marque le truc. Enfin voilà, en tout cas le jeu on est à 32 000 €, 504 contributeurs. Ok, moi je vais vous parler de Power Plants, donc le nouveau jeu de KTVG qui vient tout juste d'apparaître sur Kickstarter. On en avait vachement parlé il y a quelques temps parce que c'était eux qui avaient fait Creatures Comfort, que j'avais backé. Et voilà, ils proposent un nouveau jeu. Tu l'as pas reçu d'ailleurs encore? Pas reçu, à cause des problèmes en Chine. Oui. Ils voulaient l'envoyer pour l'automne. Donc collé à la thématique. Finalement, on devrait l'avoir au pied du sapin pour Noël. D'accord. Enfin bon, après, j'imagine que... De toute façon, je sais que quand on pledge, et je vous invite à penser de la même manière, quand on pledge sur Kickstarter, il faut jamais faire confiance aux dates prévisionnelles. Si ça arrive plus tôt, tant mieux. Sinon, tant pis, il faut savoir prendre son mal en patience. En général, c'est du 6 mois de retard. C'est ça, donc j'attends. Et encore, là, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Donc, on les sent un peu dans cette campagne fort de leur expérience précédente, parce que certains objectifs qui avant étaient plutôt présentés en stretch goal, qui étaient venus suite aux recommandations des joueurs, je pense notamment au tout système de rangement, en fait, c'est directement implémenté, commence à sentir une véritable identité autour de cet éditeur, dans le matériel choisi, dans le design, dans le style du jeu. Et ça, je trouve que c'est toujours appréciable d'avoir commencé à avoir une espèce de politique des auteurs dans le jeu de plateau. C'est sympa. Et après, ça va être du contrôle de territoire sur un terrain. On joue des mages, on va faire pousser des plantes. Voilà, c'est ça. T'avais pas dit le concept, mais le concept est super rigolo. Le concept est vachement cool, avec une espèce de système de puzzle qui vont nous faire marquer des points, voilà, avec des petites extensions qui vont venir en rajoutant des fonctionnalités, avec les possibilités de déterrer les plantes de ses adversaires, etc. En fait, t'es un mage et tu dois gérer ton jardin magique, quoi, en fait. C'est ça le truc. C'est ça, exactement. Et je trouve ça super rigolo comme idée. Que les autres, évidemment, ne viennent pas empiéter sur ton jardin, reste ton jardin. C'est ça, donc évidemment, il y a des cartes à gogo avec des plantes totalement hallucinantes dessus. Moi, je trouve ça... Enfin, vraiment, ils y vont à fond, quoi. Et le jeu est pas ultra cher. Hein. Non, mais c'est un peu la force de ce... 25 balles, hein. 25 balles le jeu, il y a une VF. Et VF qui est proposée par l'éditeur directement. Ouais. Donc, bon, des fois, faut se méfier. De toute façon, je vous ferai un petit point dès que j'aurai reçu Creature Comfort, je vous dirai si ça... C'est ça, après... si on peut faire confiance. Voilà, mais c'est vrai que la campagne de Creatures Comfort était très bien. Donc je pense que c'est quand même un éditeur sérieux. Donc voilà, c'est intéressant et j'adore la couverture, l'illustration de la boîte, ça me rappelle la petite boutique des horreurs. Totalement neuf, en vrai, c'est très obligé. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi regarder,
pour Halloween. Une petite comédie musicale Ah bah oui. avec Rick Moranis, ça Et fait Bill toujours Murray. plaisir. Et Bill Murray. En dentiste fou. Allez, on va finir les nouveautés avec GameFound. Alors, qu'est-ce qui est sorti sur GameFound cette semaine? Eh ben, il y a Crossroads In, the board game. Alors, Crossroads In, ils sont partis d'un concept assez simple. Ils se sont dit, toutes les aventures de jeux de rôle de Medieval Fantasy passent par une auberge au début. Ce qui est plus ou moins vrai. Bon, c'est un peu on va dire la réflexion tarte à la crème. C'est-à-dire, vous êtes dans une auberge et qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est pas faux non plus. Et ils se sont dit, bah, autant faire un jeu sur l'auberge, tu vois, sur la gestion d'une auberge fantastique. Gérer les plats que vous donnez à vos clients. Et évidemment, c'est un jeu où vous allez gagner de la réputation. Vous avez du plat à composer, vous avez des clients à dorloter. Après, je sais pas si c'est... je crois que c'est médiéval plutôt que fantastique. J'ai pas l'impression que ça doit y ait de l'elfe, du nain. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, c'est assez énormément. discret, on sait pas trop. Ça change pas grand chose en fait au niveau de la mécanique. Vous allez devoir devenir la meilleure auberge du coin. C'est d'un goût discutable au niveau de direction artistique. Je suis un peu d'accord. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que ce style-là, des photos un peu retouchées, c'est ce qu'on avait retrouvé notamment dans des jeux comme L'Ombre de Killforce ou d'autres jeux dans ce style-là. Je suis pas très fan. Et surtout, là, on a l'impression qu'ils assument pas jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une espèce de melting pot entre photos, illustrations, il y a du minimaliste, et puis des fois, c'est très détaillé. Enfin, Ouais. on a un peu l'impression que ils savaient pas trop où aller. Ça va un Et peu du dans tous coup, les ça sens. fait un jeu qui est assez moche, surtout qu'en plus, t'as un côté, tu vas devoir agencer ton auberge avec du mobilier à placer, du machin, etc. Puis ça rend pas très beau en fait. Il n'y a pas l'effet waouh. Hein. Voilà, on ressort du truc, on fait bon. Alors qu'en vrai, c'était pas très compliqué à mettre en place. Bah, d'ailleurs, on voit que ça n'a pas l'air de convaincre énormément. Hein. Il y a que Non, 77 il y en a backers, 6000 euros, ouais, 77 backers, ça fait depuis hier soir qu'il est en ligne. Ouais, moi ça sent le... Bon, je veux pas être pessimiste pour eux, mais ça sent un peu l'annulation en semaine prochaine. Ouais, surtout pour 32 jours de campagne. Ouais, 32 jours, les mecs, il faut arrêter, ils sont ouf. Sinon, tu peux juste prendre la shopping de bière et le décapsuleur, si tu veux. Voilà, ils vendent ça à côté. Ouais, le fameux décapsuleur médiéval. Hein. C'est ça. On connaît tous. Très connu à l'époque. Si vous voulez essayer le jeu, il est sur Tabletop Simulator. Ça se trouve, le jeu fonctionne super bien du feu de Dieu, hein. C'est possible. Hein. Allez, on va revenir sur le trio de tête. 3ème position sur Kickstarter cette semaine, et bien ce sont les tout derniers jours de Mythwind, dont on en a énormément parlé. Sachez que désormais, il y a une version française. Le jeu en est à quasiment 770 000 euros, plus de 9000 contributeurs, 9116 contributeurs, donc c'est un vrai succès. Il faut dire que le jeu a l'air très bien. Il reste 63 heures à la minute où nous enregistrons cette émission, donc voilà, c'est le dernier week-end pour en profiter. J'ai failli craquer. Moi aussi, j'avoue que c'est mon compte en banque juste qui m'a rappelé à la dure réalité. Ouais, c'est ça. Et puis, alors très sincèrement, moi j'attends parce que j'ai plein de Kickstarter en attente et là j'en ai un peu ras-le-bol des retards, même si je sais que c'est pas forcément la faute des éditeurs, mais j'attends que ça rentre avant de rebaquer des projets. Signalons quand même qu'en cette fin de campagne, ils ont annoncé le 5e personnage qui sera jouable avec l'extension. Voilà, qui va pouvoir s'ajouter, et il s'agit d'un tenancier d'auberge, enfin d'une tenancière d'auberge. Ah bah tiens. Donc voilà, ils n'ont pas encore dévoilé complètement les mécaniques de gameplay, ça saurait tarder. Je pense qu'ils se réservent ça pour la fin de la campagne, sachant que cette extension va s'implémenter de pas mal d'événements, de cartes qui vont s'ajouter dans les différents tas, de façon à rajouter encore plus de rejouabilité. Bon, je trouve que rajouter un personnage sur une campagne comme celle-ci, avec des personnages aussi asymétriques, ça me semblait essentiel. Je trouve que c'est une belle manière de conclure. Ouais. Et pareil, le jeu est sur Tabletop Simulator. 2ème position, Senjutsu Battle for Japan. Gros carton. Il avait cartonné la semaine dernière dès son arrivée. Il s'est un peu tassé cette semaine, mais bon, il approche les 800 000 euros, 9600 contributeurs, et il reste quand même 14 jours. Hein. Donc, mission accomplie pour ce jeu de combat de samouraï. Après, c'est vrai que il y en a pas beaucoup des jeux de combat de samouraï comme ça, j'ai l'impression.
d'animation. Je sais qu'il y a un jeu de figurines, un gros jeu de figurines, alors je me rappelle absolument plus de son nom, mais je sais qu'il y en a un, style escarmouche, tu vois, avec vraiment un vrai jeu de figurines, qui se passe dans le Japon médiéval, mais des jeux de plateau comme ça, un peu arène, il doit y en avoir, hein, évidemment, mais c'est pas un truc qu'on voit hyper souvent, quoi. Donc voilà, donc les figurines sont très belles. Alors moi j'ai quand même été un peu refroidi, bon après c'est une review parmi d'autres, mais j'ai vu une review du youtubeur américain King of Average, qui trouvait que le jeu était un petit peu trop basé sur le hasard, et que ça manquait un peu de stratégie. Voilà, c'était un peu simplé, pour faire court. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est une campagne qui a, je trouve, d'énormes qualités, mais aussi quelques défauts. Parce que moi, j'avoue que j'ai été tenté, tu vois. Vraiment, j'ai été tenté. C'est un peu l'univers qui me parle bien. Je trouve que parmi les éléments quand même notables, bon, il y a la VF qui vient d'arriver, la possibilité d'avoir 3 styles de campagne en solo, en coop et en versus. Le fait, en fait, une partie des financements va être reversée à une association parce que en fait, il y a une figurine de petit chien et en fait, cette figurine de petit chien va servir à financer une association de protection des animaux. Ça, je trouve que c'est toujours agréable. Mais côté défaut, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'il n'y a pas de all-in. Alors qu'il y a quand même toute une partie de la campagne qui vise à montrer qu'en fait, il y a de nouveaux personnages proposés en add-on avec un système de double perso qui ont l'air assez sympa, qui sont teasés, débloqués par les stretch goals, etc., etc. Et je comprends pas, il y a une version de luxe, une version de base, mais pourquoi pas de all-in en fait. Et ça veut dire que ça va arriver. Ça va arriver, ou alors c'est des choses qui vont devoir se faire après avec le pledge manager, etc. Et je trouve que ce serait un peu un mauvais coup parce que c'est un peu, en fait, c'est un peu rébarbatif. C'est vrai que quand tu arrives au pledge manager, oui, puis tu dois faire le tri entre tous les composants. Voilà, donc ça manque peut-être un petit peu, ou alors la possibilité de les acheter même séparément. En fait, là, je veux dire, pour le coup, je comprends pas que ce soit pas proposé dans les différentes contributions. Et enfin, dernier point qui est assez intéressant, c'est que en fait, il partirait sur une licence autour de cet univers. Celui-ci, en fait, serait le premier jeu d'une trilogie, avec un deuxième jeu nommé Daimyo, déjà utilisé, mais bon, qui est aussi un nom japonais, donc c'est normal, qui serait a priori un 4X. Dans le même univers, qui serait prévu pour 2022, et ensuite un jeu qui s'appellerait Yugen, et là qui serait plus dans un style dungeon crawler narratif, et qui serait prévu pour 2023. Donc à voir si les éléments entre les différents jeux ne seraient pas complémentaires. Ah oui. Les personnages, voilà, les cartes qui pourraient être utilisées dans un autre échelon. Effectivement, est-ce que ces figurines-là pourraient être utilisées ensuite dans le dungeon crawler? Est-ce que ce seraient des personnages supplémentaires? À voir. Mais voir une nouvelle licence émerger qui ne soit pas basée sur un truc déjà méga connu, voilà, c'est intriguant. Alors en France, c'est Matago qui va faire la version française. Alors est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont se contenter juste de traduire et de gérer la distribution du Kickstarter, ou est-ce qu'il va y avoir une sortie boutique? Bon, ça sera la sortie boutique, moi je pense. Et enfin, Number One de Kickstarter cette semaine, et ben c'est une nouveauté qui est arrivée directement. Le jeu, il arrive en 48 heures, premier de Kickstarter, et il dépasse le million d'euros. Alors quelle licence, à ton avis, peut se permettre de faire des choses comme ça? Je ne sais pas. Ah, vraiment, je ne sais pas. Eh Bon, bah oui, en vrai, aujourd'hui, dans le jeu de plateau, il y en aurait beaucoup, mais là, c'est un peu universel. Ouais, là, c'est Marvel, évidemment. Marvel. Je pensais naïvement que les gens en avaient ras-le-bol de Marvel, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Mais non, les gamers en veulent toujours plus du Marvel. Donc, Marvel Dice Throne. Donc, c'est un jeu de dés autour des personnages de Marvel. Pourtant, il y a Culminant Note qui a fait un énorme truc, là, Marvel United. C'est-à-dire, quand t'es fan de Marvel, tu prends le all-in de Marvel United, t'as assez de Marvel sur ton étagère, non? Ouais, après, c'est vrai que là, ça simplement dans... du coup, c'est juste un skin Marvel rajouté à un jeu qui est déjà existant, donc Dice Throne, qui sera compatible avec le jeu de base, qui avait été traduit en français par Lucky Duck Games. D'ailleurs, Lucky Duck Games, vous avez vu, qui soutient la campagne. Est-ce que c'est un peu prévision? Est-ce que c'est pas un peu du teasing pour nous parler de futures traductions par leurs soins? À voir. À voir, on va suivre. Après, vous allez me traiter de rabat-joie, mais j'ai quelques problèmes avec cette campagne. Je sais pas toi, Erwan, mais 11 668 contributeurs, mec. Ouais, voilà, je sais, mais... Tu fermes ta bouche, c'est tout, quoi. Je ferme ma bouche, ok. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, alors. Si, allez, à la semaine prochaine, salut. Vas-y, soit. Non, en fait, je trouve que, bon, ils ont mis le skin Marvel, ça fonctionne, etc. Ok,
Mais j'ai un peu l'impression que, déjà dans un premier temps, que ça n'a pas été forcément étudié, parce que c'est quand même un jeu d'affrontement dans lequel on nous présente, aller sur des personnages qui vont être proposés dans le jeu, donc ils vont proposer 8 personnages. Il y a un méchant. Bon, déjà, je trouve ça assez étrange de Alors faire moi un jeu de aussi, confrontation où ouais, c'est que ouais. des gentils. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris au début. C'est un jeu coopératif, parce que souvent dans les Marvel, tu sais, tu joues Hum, les gentils contre un méchant. Non, là, j'ai l'impression que c'est tout le monde contre tout le monde, en fait. C'est un peu ça, Et et c'est du pas coup, très cohérent. non, pas du tout. Bah en fait, c'est d'où ma première remarque. En plus, ce que je trouve un peu moyen, c'est que, en fait, il n'y a pas de stretch goal sur cette campagne. Hmm. Voilà, c'est ça. Alors, ils ont annoncé que ils allaient dévoiler des trucs au fur et à mesure, en même temps en 16 jours, j'espère bien. Mais j'ai un peu l'impression que dans les personnages proposés, c'est un peu l'équipe B, quoi. C'est-à-dire qu'il Oui, manque quand même les grandes ouais, figures ça manque de de personnages premium, l'univers hein. Marvel. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà, et tu sens venir les Enfin, il y trucs a Spider-Man quand même. qui vont être proposés. Ouais, mais c'est Miles Morales, c'est pas Peter Parker. Ah, d'accord, excusez-moi, j'avais pas vu la nuance. D'accord. Ouais. Alors moi, je préfère Miles Morales, il n'y a pas de problème, mais Alors, c'est vrai que c'est qui ça, Miles Morales, hein? c'est un autre personnage qui endosse le costume de Spider-Man. C'était notamment le personnage qu'on trouvait dans l'excellent dessin animé, pourtant je ne Ah, suis pas fan de l'univers Marvel, de Into the ah oui, Spider-Verse. alors ça, c'était vachement bien. Euh, Ouais, ouais, c'était assez charmé. ouais, Et ouais. là, donc c'est ce personnage-là. Mais voilà, quid de Iron Man, quid de Captain Ouais, America, ouais, il y a Thor quand quid même, de... Doctor Strange, il y a Black ouais, Panther, il y a... voilà. Mais Mais c'est vrai que bon, il y a pas de Logan, il Ouais, n'y a ouais. pas de... Et ça, tu sens venir les petits add-ons qui vont bien, Ouais, qui vont être ouais. proposés un peu plus cher, voire dans une seconde campagne. Moi, je m'attends quand même à de la grosse annonce derrière, Hmm, mais payante, hein, bien évidemment, on va hmm. pas non plus... voilà. Et on en arrive au dernier point qui me pose problème sur cette campagne, c'est que c'est juste de la précommande en fait. C'est pas une campagne de financement participatif, hein. Ah, non, là, on est dans du pur commerce, hein. Bah, Et moi, c'est un système de jeu qui a fait déjà ses preuves, donc qui est connu, qui remettent à la sauce Marvel. Tu peux pas t'attendre à une espèce de, tu vois, de truc coopératif, construisons un projet ensemble. Là, tu sais que Hmm. c'est de la locomotive, c'est sur les rails, quoi, tu vois. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage, surtout, enfin, je veux dire, les gars, c'est Marvel, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez pas assez d'argent. C'est genre, non, il vous en faut toujours plus. Et je trouve que c'est un peu détourner les codes du financement participatif pour se faire du blé, Après, pour c'est pas les jouer premiers à faire ça, sur... hein. Oui, c'est pas les premiers, mais ça ne m'empêche pas de trouver que c'est un peu des crevards, hein, Ouais, ouais. voilà, je le dis. Ça Et y en est, plus, il a voilà, lâché le mot. d'abuser du fanservice des gens. Moi, je reproche pas aux gens d'être fans, hein, chacun. Voilà. C'est une marque, et je trouve que c'est une marque qui abuse un peu des gens qui lui sont fidèles. Alors, le matériel est sublime, hein, le Oui, système de rangement par boîte, c'est très etc. joli. Le fait que ce soit compatible avec l'ancien jeu, même si je trouve ça un peu anachronique, mais pourquoi pas. Mais voilà quoi, ça c'est un jeu que vous auriez dû sortir dans le commerce directement en Oui, ah fait. bah, complètement, alors ça c'est clair. Écoute, on va suivre la campagne, parce que évidemment ça dure 15 jours. Donc on Hmm. retrouve la semaine prochaine. On va voir ce qu'ils annoncent, si effectivement ils foutent de la donne payant avec des personnages premium pour te dire ah mais attends, je peux pas prendre le jeu sans prendre Iron Man ou je sais pas qui, Hmm. enfin les gros personnages du truc, donc tu vas ajouter... On va voir si c'est un peu un attrape-backer. Voilà, est-ce que vous allez être récompensé ou est-ce que vous allez être puni? Et voilà, c'est Telle est ça, la ouais, c'est question. ça. On va voir si c'est une campagne vertueuse ou au contraire castratrice. D'ailleurs, on voit que dans le commerce, parce que je trouve que ça en dit long, c'est-à-dire que sur la boîte de base, il y a vraiment, il y aura Thor, Loki, Miles Morales et Scarlet Witch, mais par contre, Black Panther et Captain Marvel seront vendus à part, et Doctor Strange et Black Widow seront vendus aussi dans une autre boîte. Donc hmm. enfin vraiment la boîte de base, je suis désolé, mais c'est vraiment la boîte de base de l'équipe B, quoi. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. Non, mais c'est vrai que ça sent un elle peu ne des se fesses, hein. suffit pas elle-même, quoi. Ça sent un peu Voilà. des fesses comme campagne, ouais. Ok, bah écoute, on va voir comment ça évolue. Allez, on arrête là. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter justement qu'est-ce que vous pensez de cette campagne Dice Throne et du reste. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite un très bon week-end, Swan. Pareillement, et puis salut à toutes et à tous, et d'ici là, jouez bien. Ciao!